Donc, on est de retour au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires, accompagné encore cette semaine de Jonathan Léveillé. On va parler de plusieurs nouvelles assez importantes. Jonathan, aujourd'hui, est-ce que le monde des affaires, les nouvelles dans le monde des affaires plutôt, a marqué un petit peu ton attention dans les derniers jours? Absolument. Il y a quelques nouvelles assez intéressantes. On pourrait peut-être débuter avec la nouvelle, je pense, de Apple. Pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, Apple a atteint un sommet assez incroyable au niveau de la valorisation boursière. On recule un petit peu en arrière. Apple a fait les manchettes il y a quand même un bon bout de temps de ça pour avoir dépassé la valorisation de 1 trilliard de dollars, qui est déjà ça, quelque chose d'assez exceptionnel. Et là, on vient d'apprendre qu'Apple vient de dépasser le 3 trilliards de dollars. Ouais. Je sais pas, Antoine, toi, qu'est-ce que ça te résonne, mais c'est pratiquement inimaginable là, pour le commun des mortels. Qu'est-ce que 3 trilliards de dollars, là? Peut faire exactement. Puis je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard de ces entreprises-là, l'impact qu'elles peuvent avoir. Puis effectivement, si on regarde dans les chiffres, donc Apple a fait son entrée à la bourse en 1980. Ça, c'est important de le mentionner. Le 12 décembre 1980 pour être un petit peu plus exact. À ce moment-là, la valorisation de l'organisation était à 100 millions de dollars. Et pour donner un petit peu de contexte pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, le 1 trilliard de dollars, donc le 1000 milliards de dollars de valorisation boursière a été atteint en 2018. Donc, ça a pris un bon bout de temps si on analyse le tout littéralement 38 ans après l'entrée en bourse pour atteindre le 1 trilliard de dollars. Mais par la suite, ça a simplement pris 2 ans. Donc, c'est en 2020 qu'ils ont atteint 2 trilliards de dollars. Et comme on vient de l'annoncer, ça a pris 3 ans pour finalement atteindre le 3 trilliards de dollars. Et croyez-moi, ce n'est pas prêt de s'arrêter tellement qu'ils ont des tentacules sur à peu près toutes les industries possibles. Peut-être pour donner un petit peu de contexte également pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça vaut, 3 trilliards? Bien, écoutez, c'est simple, là. Si on analyse les pays les plus riches en termes de PIB, eh bien, il y a les États-Unis en numéro 1 qui valent 23 milliards, ou plutôt 23 trilliards de dollars, pardonnez-moi. La Chine en numéro 2 qui vaut 17 trilliards de dollars. Et là, par la suite, de plusieurs pays, un après l'autre, Japon, l'Allemagne, l'Inde, le Royaume-Uni, qui sont entre 3 et 4,9 trilliards de dollars. Eh bien, par la suite, il y a Apple. Il y a Apple. Donc, Apple, en date d'aujourd'hui, avec la valorisation qu'ils ont une valorisation qui est plus haut que le PIB de la France. Le PIB de la France qui frôle à peu près le 3 trilliards de dollars est considérablement plus élevé que le PIB du Canada qui est à 1,9 trilliard essentiellement de dollars. Donc, le point qui est important à mentionner ici aujourd'hui, pour moi, parce que ça va faire un petit peu écho à l'autre nouvelle que j'aimerais parler avec toi par la suite, Jonathan, c'est que ces monstres technologiques-là, on se doit quand même de leur donner du respect dans des négociations parce qu'ils sont immenses et ils peuvent avoir une empreinte impressionnante sur à peu près tout ce qu'ils font. Et si on continue à regarder un petit peu les chiffres d'Apple, ben écoutez, c'est pas compliqué. En termes de profit, OK, donc le profit, littéralement l'argent qui revient dans les poches des actionnaires, bien l'année dernière, Apple, c'est 100 milliards de dollars de profit net. Et je ne parle pas de chiffre d'affaires ici, je veux le mettre très clair avec les gens qui nous écoutent là. Donc, c'est 100 milliards de profit net et il y avait un très bon article dans la presse qui disait qu'est-ce que tu peux faire avec autant de profit? Ben, littéralement, tu peux acheter Hydro-Québec, ça va te prendre 11 mois. L'estimation des profits que tu aurais besoin pour acheter Hydro-Québec. Pour le budget de la santé du Québec, qui est estimé à 58 milliards de dollars, ben, essentiellement, ça prendrait 5 mois seulement de profit de Apple pour acheter, pour plutôt avoir l'équivalent du budget de la santé du Québec. Ça prendrait 3 mois en termes de profit pour faire l'équivalent des dépenses militaires du Canada en 2022. 1 mois seulement pour le prix que va représenter le REM de l'Est, 10 jours pour le CHUM, qui est à 3,6 milliards de dollars, et littéralement 1 jour pour acheter le centre Vidéotron. Donc, ça démontre quand même ce que tu peux faire avec autant d'argent. Mais
Bref, le point surtout, puis ça va faire, encore une fois, je le répète, écho au deuxième point qu'on va discuter ensemble aujourd'hui, Jonathan. Ces joueurs-là sont immenses, peut-être trop gros. Ça pourrait être une autre discussion ultimement qu'on a de se dire à quel point il doit y avoir une limite au capitalisme et à l'argent que tu peux faire. Ça serait, je pense, une toute autre discussion, puis quasiment qui serait philosophique rendu là. Mais on se doit de porter du respect et de les écouter dans les négociations parce que le pouvoir qu'ils ont, ces joueurs technologiques-là, et on parle simplement d'Apple aujourd'hui, mais il y a d'autres organisations qui ont énormément de valorisation boursière. Je veux dire, un Meta est rendu à est retourné à 700 milliards de dollars de valorisation boursière. Donc, ils ont repris vraiment du poil de la bête. Pas Apple, plutôt Google, qui frôle continuellement le 2 trilliards de dollars de valorisation boursière. Amazon n'est pas tellement loin non plus. Microsoft, qui est à 2,5 trilliards de valorisation boursière. Ce sont des gros joueurs qui on se doit de donner respect dans des négociations parce que sinon, ça peut se retourner contre nous. Sinon, ça peut se retourner contre nous. Moi, ce qui me fait un petit peu peur là-dedans, Antoine, c'est on regarde les indices boursiers, là, exemple l'année passée, une grande dévalorisation au niveau des indices boursiers. Cette année, si on regarde la S&P 500 depuis le 1er janvier, pratiquement 30% d'augmentation. Et si c'était pas de ces grands joueurs-là, les grands joueurs technologiques, Google, Meta, Apple, Nvidia et compagnie, la bourse a pratiquement fait zéro depuis le début de l'année. Donc, leur poids est rendu tellement énorme sur un volet investissement pour des investisseurs comme nous, comme monsieur, madame, tout le monde aussi qui veulent planifier une retraite. Mais là, ils sont en train d'arriver à un poids tellement lourd qu'ils ont un impact plus juste au niveau financier, mais au niveau de ce que ça peut faire au niveau d'une société. Puis on va en parler avec la prochaine nouvelle qui est la loi C-18. Mais juste avant d'en parler, juste pour mettre en perspective les chiffres, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est le fun des fois de se comparer un petit peu. Apple dépasse les 3 trilliards de dollars de valorisation. Par contre, leurs revenus sont en léger déclin là, depuis 12 mois. C'est pas parce qu'ils ont eu une grosse croissance, c'est probablement parce qu'ils ont annoncé leur nouveau produit qui est le casque de réalité mixte, réalité augmentée. Mais un léger déclin des revenus là, de 394 milliards en 2022 à 385 milliards dans les 12 derniers mois. Donc, si on regarde, si on se compare nos entreprises, souvent on peut regarder notre valorisation d'entreprise en faisant une multiple de nos revenus, mais Apple est à 7 fois les revenus, là. Non, c'est impressionnant, là. Mais la valorisation est même pas tellement élevée, là. En toute honnêteté, pour une entreprise de la sorte, technologique, publique, 7 fois les revenus, c'est loin d'être élevé. On a vu des trucs qui étaient totalement démesurés dans le passé. Et si tu fais le calcul, c'est quoi? C'est 100 milliards de dollars de profit pour l'année 2022. Donc, on fait quoi ici à peu près? On est à 23 fois. Environ 23 fois les profits. C'est loin d'être démesuré, là. Très, très loin d'être démesuré parce que tellement de masse critique. C'est-à-dire 23 fois les profits quand tu fais 2 millions de profits, OK, ça n'a peut-être aucun sens. Mais quand tu es rendu à cette grosseur-là, tu as atteint une masse critique, tu as ce qu'on appelle en anglais un network effect qui fait que tu es invincible, littéralement, parce que tu as des tentacules sur tout. Donc, c'est loin d'être démesuré comme valorisation. C'est ça qui est impressionnant. C'est que ce chiffre-là n'est pas démesuré. C'est la valeur, c'est une valeur qui est juste sur le marché quand tu as autant de masse, là. C'est pas démesuré sur les ratios, mais quand on regarde le poids que ça a, là, c'est là que je trouve que ça devient démesuré. Parce que juste si on regarde le bilan d'Apple, présentement, 332 milliards d'actifs. C'est regardez incroyable. sur vos bilans dans vos organisations. Oui. Si vous avez quelques centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions, peu importe, c'est beaucoup. 1 milliard, c'est pratiquement impossible de dire qu'éventuellement on aurait ça sur le bilan de nos propres organisations. Là, on parle de 332 milliards. Et là, ils ne savent plus nécessairement quoi faire avec. C'est ça la problématique. Donc là, ils vont racheter des actions, ils vont retourner de l'argent aux actionnaires. Exact. C'est hallucinant, là. Parce qu'ils ne peuvent pas acheter. Avec tout ce qui s'est déroulé aux États-Unis, on empêche les acquisitions maintenant. On empêche on regarde toutes les acquisitions qui sont au-dessus d'1 milliard. D'ailleurs, c'est pas terminé encore, hein. Microsoft le nom m'échappe toujours. De mémoire. Activision, c'est pas terminé encore. Tout ça. Donc, je pense que ça va être difficile d'acheter, mais effectivement, ils vont sûrement réacheter des actions, essayer peut-être d'aller être encore plus agressifs sur les nouveautés qu'on a parlé récemment, les headsets dans les services, tout ça. Donc, comme je te dis, c'est peut-être une discussion quasiment philosophique de se dire à quel point on peut laisser ça aller ou pas, mais c'est surtout important de comprendre le
poids que ça a et que tu peux pas les exclure de l'équation quand tu as des lois à passer. Et plus loin que ça a un poids sur l'avenir économique des pays parce que si ces grandes entreprises-là bougent tellement d'argent à ces niveaux-là, il va falloir commencer à les taxer un peu plus parce que ça fait qu'il n'y a pas de croissance ailleurs, il n'y a pas de profit ailleurs pratiquement. Il y a quand même du profit ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est rendu tellement pesant sur l'économie. Et là, la problématique, c'est que on regarde les taux d'imposition, là, ils n'ont pas des gros taux d'imposition, les grandes entreprises comme celle-là, parce qu'il y a un poids tellement grand sur les gouvernements qui peuvent tordre un peu les règles du système. Et là, ça baisse pratiquement les revenus à un moment donné des économies ou des pays comme le Canada, les États-Unis. Et là, c'est là ça devient problématique parce que les gouvernements devraient pouvoir augmenter les taux de taxation pour redistribuer un peu cette richesse-là, parce qu'il y en a trop dans les coffres Apple présentement. On s'entend, là. Il y en a trop présentement dans les coffres. Ça fait pas de sens qu'il y ait autant d'actifs sur un bilan d'une entreprise, puis de pas être capable de redéployer ce capital-là au final pour le bien de l'organisation. Ça devrait être redéployé pour des biens d'humanité puis de société au bout de la ligne. Et ils sont tellement gros que les gouvernements ne peuvent pas bouger. Et là, non. Quand on voit qu'ils font un mouvement, puis on le voit avec la C-18 qu'on va parler un peu plus loin, ils ont tellement de poids qu'ils sont capables de freiner ces élans-là ou du moins de créer tellement un gros dommage à l'inverse. Là. Ben, c'est pour ça qu'il y a vraiment deux points qui sont importants, je pense, dans cette discussion-là. C'est ce qui devrait peut-être changer dans le futur et une réalité au moment où on se parle qui se déroule si on néglige ces joueurs-là. Parce que je suis très d'accord avec toi que sur le fond, effectivement, à un moment donné, il faut qu'il y ait une révision un petit peu de ces organisations-là, parce que oui, ça devient un Monopoly qui va devenir peut-être un petit peu trop gros, puis bon, il doit peut-être y avoir un ajustement là-dessus. Sauf que avant de se rendre là, il y a des réalités. Il y a des réalités, et bon, on va en parler un petit peu de la loi C-18. Donc, bon, pour les gens qui ne le savent pas, qu'est-ce que la loi C-18? Je mettrai un très bon article qui va l'expliquer dans les notes de l'épisode, mais si on le simplifie vraiment de manière là, à ce que tout le monde en une phrase soit capable de comprendre, essentiellement, c'est que le gouvernement canadien va demander à ce qu'il y ait une prime qui est redonnée aux journaux, aux journalistes, aux gens qui créent des nouvelles, donc les différents médias indépendants. Et ces revenus-là vont venir de trafic qui vient de plateformes tiers, donc essentiellement les Facebook et les Google de ce monde. Donc, en gros, Facebook et Google et d'autres entreprises, mais surtout ces deux-là parce qu'ils représentent 80% des revenus publicitaires numériques, je crois au moment où on se parle au Canada, vont devoir, selon la loi, redonner des revenus aux médias à cause qu'ils partagent leur contenu sur leur plateforme. Encore une fois, je vous inviterai à lire en détail l'article qui va être dans les notes de l'épisode pour bien le comprendre. Donc, sur le fond, on ne peut pas être contre. Sur le fond, on ne peut pas être contre parce que entre toi et moi, Jonathan, on fait ce podcast-là aujourd'hui en lisant des nouvelles, en parlant des nouvelles grâce au journalisme indépendant. Et ce journalisme indépendant-là se doit d'être financé. Il doit y avoir de l'argent qui vient de là. Bref, ces gens-là doivent vivre. C'est un emploi qu'ils ont. C'est un emploi qui aide la société. On se doit de consommer des nouvelles, peu importe d'où ils proviennent, tant aussi longtemps que c'est du bon journalisme. Je pense que sur le fond, on ne peut pas être contre le fait qu'il y a un enjeu en ce moment sur les modèles d'affaires des journaux et les créateurs de contenu, en l'occurrence ici les journalistes, on doit trouver une manière de les rémunérer parce que si du jour au lendemain, il n'y en a plus de nouvelles, il n'y en a plus de contenu, ah ben là, ça peut être vraiment très dangereux et très mauvais pour la société. Donc, pour le fond, d'être davantage financé, de trouver plus d'argent pour ces gens-là, je pense que ça fait énormément de sens. Maintenant, sur la manière, le format de comment le gouvernement s'y est pris, puis on pourra en parler un petit peu tout à l'heure, eh bien là, ça devient grave. Ça devient grave parce que ce qui se déroule au moment où on se parle, c'est que, je ne sais pas s'il l'avait calculé, le gouvernement canadien, mais ils sont capables d'agir, les Facebook et les Google de ce monde. Ils sont capables de dire, parfait, vous voulez négocier, vous nous imposez une nouvelle règle sans nous amener sur la table des négociations, parce que, croyez-moi, Meta a voulu être intégré sur certaines discussions, ils n'ont pas été intégrés. Ben, qu'est-ce qui se déroule? Du jour au lendemain, Facebook dit, parfait, il n'y a plus de nouvelles pour les journaux canadiens qui apparaissent sur nos plateformes.
Et Google a fait une annonce similaire qui ne sera pas faite immédiatement, mais qui va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, où essentiellement les liens qu'on recherche quand on veut aller voir un petit peu ce qui se déroule dans les nouvelles canadiennes, Google n'affichera plus ces liens-là. OK? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un certain point, les modèles d'affaires actuels de ces journaux, qui soient indépendants, plus connus, moins connus, provient du trafic qui vient sur leur site web. Un RCT de ce monde, qui est un journal indépendant canadien, ils ont MTL Blog, ils ont les NARCity Québec, NARCity Toronto, bref, ils sont partout au Canada, font de l'argent quand des gens vont sur leur site web, consomment des contenus. Bien entendu, il va y avoir des bandeaux publicitaires. Ils vont être capables peut-être de faire des campagnes sponsorisées avec d'autres marques. Bref, ils ont besoin de trafic pour faire en sorte que leur contenu ait un impact pour leurs clients qui vont les payer. Essentiellement, si on leur enlève leur distribution demain matin, ils n'ont que le contenu, ils sont assez mal pris. Mais là, c'est ce qui est en train de se dérouler. Et c'est là que je me rends compte de l'erreur de calcul fondamentale. C'est de se dire, on va leur montrer à Meta et Google que nous, on a une loi puis ça va fonctionner comme ça. Eux, ils coupent la possibilité d'avoir accès à ces contenus. Et du jour au lendemain, ces entreprises-là n'ont plus de trafic sur leur site web. Et la personne qui est responsable de NARCity, le fondateur, Chuck Lapointe, que j'ai mangé très souvent avec lui, que je considère comme une personne qu'on a eu des très bons échanges dans le passé, il me l'a dit je ne sais pas combien de fois, ça remonte quand même un certain nombre d'années, mais que la majeure partie de son trafic venait des médias sociaux. Donc, si du jour au lendemain, lui, ses contenus n'apparaissent plus sur les médias sociaux, on est en train de tuer son modèle d'affaires. Et on va dire que c'est la faute à qui ici? Que c'est la faute à Meta? Que c'est la faute du gouvernement? Et je pense qu'il est là la nuance ici, c'est que si tu veux jouer un bras de fer avec des géants technologiques, pas de souci, mais il faut que tu comprennes un petit peu ce qui va se dérouler derrière. Est-ce que pendant ce temps-là, le gouvernement canadien va dire, pendant qu'on est en train de faire un bras de fer avec Meta, on vous envoie des compensations chaque mois qui va être l'équivalent du chiffre d'affaires que vous perdez à cause de cette loi-là? Parce que, tu sais, c'est important de voir les deux côtés ici, de se dire, comment qu'on s'y prend? Le fond, on ne le remet pas en doute, mais la manière, si du jour au lendemain, ce bras de fer-là dure 6 mois, 12 mois, 18 mois, ils ont des employés à payer, eux. Ils ont des gens qui se doivent d'avoir de l'argent, ils doivent générer des revenus. C'est une entreprise à revenus. Et c'est là que je trouve ça un petit peu dommage et que je trouvais ça intéressant de commencer le podcast aujourd'hui en mentionnant comment Apple prend de l'emphase dans le monde qui pourrait rentrer littéralement dans le G8 si on regardait leur valorisation boursière et on la comparait à des PIB de pays. C'est que ces joueurs-là, tu ne peux pas les exclure de l'équation et tu ne peux pas les exclure des négociations. Leur poids au moment où on se parle est trop gros. Après, comme je l'ai dit, il y a 2 points. Peut-être que c'est moins bon, mais dans l'heure actuelle, ça peut couper des emplois de manière assez colossale. Et tu vois, il y a un excellent article qui est sorti, qui a été écrit, et là, je vais essayer de ne pas massacrer son nom. Mais bon, Michael Geist, qui a écrit un excellent article là-dessus. Encore une fois, je vous mettrai dans les notes de l'épisode, qui essentiellement démontre à quel point que le risque a été mal calculé un petit peu du gouvernement canadien, parce qu'ils se sont beaucoup fiés à ce qui s'est déroulé en Australie. En Australie, il y a eu une loi du genre qui est arrivée il y a à peu près quelques années de ça, où est-ce que, essentiellement, le gouvernement australien voulait davantage de revenus pour les médias indépendants. Encore une fois, on le répète, noble cause, ils se doivent d'être financés. Eh bien, au final, la loi a fait en sorte qu'au départ, Meta a enlevé les liens des journaux sur ses plateformes et ultimement, ils les ont remis. Mais il y a eu une grosse négociation, et une négociation où est-ce que Meta est quand même sorti très gagnant de tout ça. Okay? Donc ça, c'est important de le mentionner. Mais là, la vérité, c'est qu'en ce moment, on est dans un contexte qui est totalement différent. Totalement différent parce qu'au moment où tout ça s'était déroulé en Australie, l'Australie était un des seuls joueurs à avoir cette réalité-là, où est-ce qu'il voulait que les différents médias reçoivent de l'argent provenant de Meta, provenant de Google. Mais à ce moment-là, Meta avait une action boursière qui allait à la baisse, il n'y avait pas nécessairement un très bon appui du public, bref, ça allait pas tellement bien. Donc, à un certain point, ils se devaient d'agir pour ne pas perdre constamment l'opinion publique. Au moment où on se parle, le stock de Meta va à la hausse, les choses vont beaucoup mieux de leur côté, et un des points qui a été vraiment mal compris et mal peut-être
je sais pas, calculé du gouvernement, à moins qu'il soit en train de jouer un jeu d'échecs et je sois complètement dans le tort ici, c'est que pendant ce qui est en train de se dérouler au Canada au moment où on se parle, les mêmes instances aux États-Unis sont en train de préparer des lois qui sont similaires. Est-ce que Meta veut vraiment prouver au gouvernement américain qu'ils vont perdre un bras de fer contre le gouvernement canadien? Impossible! Parce que les revenus qu'ils vont perdre, et c'est ça le risque que j'assume qu'ils sont en train de prendre, Meta, c'est de se dire, les revenus qu'on va perdre ou ce qu'on va perdre, nous, Meta et Google, avec le gouvernement canadien, on peut le prendre. Parce qu'on préfère perdre un bras que perdre le corps au complet. Si ça se déroule au niveau des États-Unis maintenant et qui n'ont pas démontré préalablement qu'ils ont été capables de tenir leur position, de présenter leur opinion, ben là, aux États-Unis, là, ça peut vraiment devenir très, très, très dommageable pour Meta et pour Google. Donc ça n'a pas été calculé non plus. Les circonstances qui étaient sur la table en Australie sont des circonstances totalement différentes avec ce qui se déroule au Canada. Pour comment Meta était perçu à ce moment-là et leur situation économique. 2, ce qui est en train de se dérouler au sud de la frontière. Et 3, également, si on analyse bien la loi, c'est beaucoup plus rigide pour aller trouver des parts de négociation. Et encore une fois, je le répète, vous irez lire le très bon article qui a été écrit par Michael Geese à ce niveau-là, qui mentionne à quel point que Meta n'a pas été inclus dans ces différentes négociations. Donc, mon point suivant, que je voulais mentionner sur la loi C-18, bien entendu, c'est sûr et certain que je dirige une agence de publicité Meta. J'en suis conscient que je connais bien l'organisation, que je peux peut-être avoir un avis biaisé de la chose, mais je veux pas remettre en doute le fondement même d'un financement pour les médias indépendants parce que même nous, à un certain point, avec le podcast Hypercroissance, on pourrait dire qu'on pourrait devenir à un certain moment un certain média. Donc, et ces médias-là ont besoin de financement. Donc, on ne remet pas ça en doute. Mais ce que je remets en doute, c'est la manière que ça a été fait. Et là, en ce moment, j'ai l'impression qu'ils vont causer beaucoup plus de dommages que prévu. J'ai peur pour ces petits journaux-là qui ont beaucoup d'impact pour le quotidien de beaucoup de Canadiens, beaucoup de gens lisent MTL Blog, Narcity, etc. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux? À quel point ça va impacter leurs revenus? Et ça, c'en est un, mais il y en a plein d'autres dans l'équation. Et ça serait totalement hypocrite de dire que la faute est uniquement à Meta et Google. C'est pas eux qui ont mis la loi sur la table. D'ailleurs, ils investissaient, ils finançaient des médias canadiens dans le passé. Ils ont arrêté de le faire avec cette loi-là. Il y a des manières de se rendre à un meilleur compromis, clair, net et précis. Force est d'admettre qu'au moment où on se parle, la méthode qui a été mise de l'avant n'est pas la bonne et j'ai l'impression que ça va créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. Et ce qui est intéressant dans le présent cas, c'est si on se met dans les souliers du gouvernement, ils se font reprocher souvent de ne pas bouger assez rapidement. Là, pour une fois, ils ont bougé rapidement, mais je pense qu'on va en faire un petit peu les frais à l'échelle mondiale parce que, comme tu mentionnes, Antoine, les États-Unis nous regardent, Meta regarde tout ça et dit si on perd contre le Canada, on laisse aller contre le Canada, on va perdre contre tous les autres pays. Donc, on est un petit peu le premier de ligne qui va au front. Mais oui. il y a peut-être, puis je pousse la réflexion d'affaires un peu plus loin là-dessus, il y a peut-être un jeu d'échecs entrepreneurial, beaucoup plus grand qu'on le pense en arrière de tout ça, parce que si Meta n'a pas été invité à la table des négociations, il y a fort à parier que les seuls qui sont à la table des négociations, c'est les grands joueurs canadiens au niveau des médias. Ces grands joueurs canadiens-là, au niveau des médias, n'aiment pas les petits joueurs qui, eux, utilisent beaucoup ce volume-là pour venir attaquer un peu les grands joueurs. Donc, c'est peut-être même une partie politique en arrière de tout ça qu'ils se sont dit, si on y va de l'avant, c'est certain que Meta va retirer à ce moment-là le visuel à ce moment-là, puis le trafic vers ces petits joueurs-là, et ça va nettoyer le marché canadien. Là. Ça va créer une consolidation. Puis tu as tellement raison, parce que les joueurs vraiment perdants, parce que à un certain point, les gros joueurs vont être capables de générer des revenus, de générer de la profitabilité de d'autres approches. Clairement, ils vont perdre du trafic à court terme, ils vont perdre des revenus peut-être à court terme, mais sur le moyen terme, ils ont plein d'autres manières de faire des revenus, parce que souvent, ils ont des ententes avec les gouvernements, c'est-à-dire les gouvernements vont investir sur leur plateforme pour faire en sorte d'aller chercher un petit peu plus de visibilité. C'est un média local, donc on investit dans le média local, on est un gouvernement québécois, canadien. Bref, il y a des revenus qui viennent. Ces plus petits joueurs-là indépendants n'ont pas nécessairement des aussi gros clients. Donc,
à un certain point, si ces petits clients-là n'ont plus la même capacité de distribution qu'ils avaient dans le passé avec cette plateforme-là, vont-ils continuer à investir avec eux? La réponse, on la connaît. Donc, c'est clair qu'au moment où on se parle, cette loi-là impacte négativement beaucoup plus les plus petits ou joueurs moyens dans le monde des médias indépendants que les plus gros joueurs, clairs, nets et précis. Et moi, c'est ça qui me fait peur un peu. Est-ce que ça a été calculé? Parce que si on amène des Chuck Lapointe sur le podcast ou d'autres présidents de médias indépendants, la vie va être pas mal plus nuancée que de simplement dire que Meta et Google sont les grands méchants loups ici, là. Donc, j'ai lu littéralement leur opinion sur le sujet en disant que eux visent le gouvernement en premier lieu comme responsable un petit peu de cette situation-là que l'inverse. Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on écoute ces joueurs-là? Quand on passe une loi, est-ce qu'on pense à tout ça? Bref, on va voir comment tout ça se déroule. Encore une fois, je le répète, le fond n'est pas mauvais, mais la forme, clairement, il y a beaucoup d'enjeux ici. J'ai vraiment l'impression que c'est une opération de nettoyage du marché des médias canadiens parce que le gouvernement canadien avait la possibilité de voir ce qui arrivait si on retirait un média d'une grande plateforme. Radio-Canada, il y a quelques mois de ça, avait décidé de se retirer de Twitter avec tout ce qui se passait sur Twitter et ça a été très dommageable pour Radio-Canada. Puis ils sont revenus de mémoire à la charge pour revenir finalement sur leur décision de pousser leurs nouvelles sur Twitter. Fait que c'est un bel exemple que le gouvernement pouvait voir ce qui arrivait à ce moment-là en termes de volume ou de problématiques de visiteurs à ce moment-là sur le média final en se retirant d'un grand joueur, un grand réseau social là, au bout de la ligne. Donc, il avait la donnée, là. Il avait la donnée. On essaiera d'avoir sur le podcast un propriétaire d'un média indépendant bientôt et quelqu'un de notre côté qui défend un petit peu cette loi-là canadienne. On fera un panel, ça sera un bon débat, ou d'avoir deux podcasts séparés. Mais je pense que c'est important de vraiment voir les deux côtés parce que les médias traditionnels, vous aurez compris pourquoi, vont vous donner une partie de l'histoire. C'est important de penser pour vous. Faut pas simplement acheter la narrative qu'on se fait donner dans un média traditionnel et penser que c'est la vérité absolue. Moi, je le vois, je connais les gens qui ont des médias indépendants. C'est pas vrai que la narrative est la même pour tous, loin de là. Et c'est important de le mentionner, c'est important de le dire, que ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, espérons que ça soit pas trop long, qu'il y ait un compromis qui revienne et que le trafic revienne à la hausse pour ces différents joueurs-là. Mais si tu leur enlèves le trafic de Facebook et Google, beaucoup de médias indépendants vont en souffrir et vont en souffrir peut-être de manière irréversible, littéralement, là. Et l'autre aspect, moi, que ça m'apporte une question, c'est Meta n'était pas à la table des négociations, mais est-ce qu'on peut vraiment négocier avec ces grands joueurs-là? Puis je pense qu'Antoine, t'es une personne qui a une belle répercussion de quelque chose qui n'a pas eu de négociation. On peut regarder, on parlait d'Apple tantôt, quand Apple a décidé de bloquer toute la partie de traçabilité au niveau de la publicité. Ça l'a impacté Meta énormément. Il n'y a pas eu de négociation entre les deux, ou probablement pas. Et là, ça vient impacter plein d'entreprises comme la tienne au bout de la ligne, là. Donc, est-ce que ces joueurs-là sont vraiment ouverts à négocier? Puis est-ce que leur proie est tellement gros qu'ils, eux, négocient ou pas, c'est le my way or the die way? On l'a vu dans certains mouvements du passé, puis le cas d'Apple, ça a été un bel exemple d'impact sur Meta. Est-ce qu'à ce moment-là, Meta pourrait simplement dire, moi, ça me donne rien de négocier, puis je suis tellement gros que ça change rien au bout de la ligne, là? Ben, je pense que de penser qu'on peut pas négocier avec eux est faux, pour la simple et bonne raison qu'ils l'ont montré qu'ils sont capables de négocier, d'investir dans les journaux indépendants. Ils ont investi et ils ont donné énormément d'argent à la presse et à d'autres médias indépendants dans les dernières années pour financer le journalisme. Si vous regardez bien, puis on pourra peut-être également sortir des liens dans les notes de l'épisode, Meta et Google, ils ne veulent pas brimer le média indépendant. Je pense qu'ils veulent simplement, à un certain point, faire en sorte que ça fasse du sens dans leur modèle d'affaires. Et un autre exemple, c'est de montrer qu'ils ont été capables de négocier avec l'Australie et de trouver un terrain d'entente où est-ce que les journaux ont été financés là-bas. OK? Donc, des terrains d'entente ont été trouvés dans le passé. Maintenant, est-ce que c'est difficile de négocier avec eux? J'imagine que ce l'est parce qu'ils sont des gros joueurs. C'est difficile de négocier avec des pays, c'est difficile de négocier avec des joueurs technologies qui sont énormes. Rappelons-nous simplement de l'implantation du deuxième siège social de Amazon en Amérique du Nord. Les demandes qui étaient faites par Amazon à ce moment-là. On demandait 5 ans d'exemption de taxes. On demandait des conditions qui étaient totalement quasiment impossible à demander pour une entreprise habituellement, simplement pour obtenir le siège social. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était peut-être 50 000 nouveaux emplois qui allaient se créer dans la province. Les
provinces canadiennes et américaines se mettaient à genoux devant Amazon pour avoir le siège social. Pourquoi? Parce que ça peut créer de l'emploi, ça peut créer une vitalité en économie. Les gros joueurs sont pas faciles à négocier parce que, bien entendu, ils ont un impact. Et pire que ça, c'est pas positif généralement quand un gros joueur comme ça arrive dans une économie. Prenons exemple, si ça avait été Montréal qui avait été choisi pour le siège social d'Amazon, c'est pas 50 000 emplois de créés, Antoine, c'est 50 000 emplois de volés à plein d'autres entreprises, plein de petites startups qui est en train d'essayer de se sortir la tête de l'eau. Ça vient créer une congestion monstre dans un écosystème qui a de la misère à survivre en termes de main-d'œuvre de qualité. Ouais. Et là, on se met à genoux pour leur donner beaucoup de sous, beaucoup d'exemptions de crédit. Puis ce gros joueur-là, 5-10 ans plus tard, peut décider de faire la même chose avec une autre ville et de déménager son siège social. Et il a fait un ravage monstre sur toutes les petites entreprises qui, eux, se battent pour de la main-d'œuvre au bout de la ligne. Et on vient de tuer à ce moment-là une grande partie de la vitalité de l'économie et de l'oxygène généralement qu'une nation peut avoir, là. C'est clair que si Montréal avait opté pour ça, je me rappelle pas s'il faisait partie de tout ça, il se serait tiré une balle dans le pied parce que ça peut être bon dans des marchés qui sont vastes, des marchés que beaucoup de gens, soyons honnêtes, la province québécoise, 7-8 millions de personnes, c'est pas beaucoup de gens pour le potentiel économique qu'on a. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait en sorte qu'on a autant de pénurie de main-d'œuvre, même dans des périodes où est-ce qu'il y a certains freins économiques. Je veux dire, on tarde de voir vraiment l'inversion qui se déroule au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Ça démontre qu'on a une vitalité économique, mais qu'on a clairement une pénurie de gens qui sont prêts à faire ces différents emplois-là parce que, c'est ça, on n'a pas assez de main-d'œuvre. Donc oui, il y a des pour et des contre. Mais bref, peut-être pour revenir à la loi de C-18, mon point final là-dessus, c'est de dire, faisons attention à ce qui peut se dérouler dans des actions drastiques. Est-ce que tout a été calculé? Comme tu le dis, est-ce que c'est un jeu d'échecs qui est joué en ce moment? Est-ce qu'on se fout littéralement des plus petits médias indépendants? Je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est que les conséquences qui se déroulent au moment où on se parle, si elles perdurent sur le moyen long terme, et qu'on parle ici que le trafic de Facebook est enlevé pour 6 mois, 1 an, ça va avoir des dommages irréversibles pour certains médias indépendants. Et c'est très triste parce que j'ai l'impression qu'à la base, cette loi-là a été construite pour aider les médias indépendants et non les tuer littéralement, ou du moins je souhaite que cette loi-là ait été construite comme ça. Donc, gardons ça en tête. C'est important de comprendre qu'il y a vraiment 2 narratives dans une histoire et c'est important de mentionner cette narrative-là parce que très souvent, au moment où on se parle, si on lit les médias traditionnels, cette narrative-là est oubliée. Absolument. D'autres nouvelles pour nous, là? Oui, d'autres nouvelles, mais on parle justement de congestion monstre que ça peut créer, de faire arriver un Amazon de ce monde. Mais là, on va parler de congestion de port. On en a parlé dans les dernières semaines. Le port de Vancouver était un des pires au monde en termes d'efficacité. Et là, c'est confirmé en grève, le port de Vancouver. Et surveillez vos chaînes d'approvisionnement, tout le monde qui nous écoute présentement, parce que il y a de fortes chances qu'on vive des impacts inattendus de notre fournisseur, de l'autre fournisseur, de l'autre fournisseur, là. Et même sur notre chaîne d'exportation, parce que on se rend pas compte, mais 10% des exportations du Québec passent par le port de Vancouver. Et là, c'est complètement bloqué à l'heure où on se parle présentement. Et c'était déjà l'hécatombe avant cette grève-là qui vient de se déclencher. Donc, surveillez vos chaînes d'approvisionnement, tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est certain que si vous avez eu des problématiques durant la COVID sur votre approvisionnement, on risque de vivre en tout ou en partie ce même genre de problématique-là. Et il parlait même également d'un risque d'explosion des coûts à ce moment-là de transport, parce qu'on vient de bloquer un des plus grands ports mondiaux à ce moment-là. Fait que ça va avoir un impact à l'échelle mondiale, là, ce qui se passe à Vancouver, et ça va avoir un impact au Québec, même si on est complètement dans l'est du pays. Il y a beaucoup des matériels qu'on s'approvisionne qui passent par là. Et il y a beaucoup de nos exportations également qui s'en vont vers ce port-là à Vancouver, là. Bon, fait qu'on va regarder ça de près. Et pour terminer, dernière nouvelle pour nous avant que je te laisse filer, Jonathan? Absolument. Une nouvelle dans l'aviation qui a passé sous le radar sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Sunwing a été avalé par WestJet et je ne sais pas si Antoine, tu l'as vu passer. Moi, je ne l'avais pas vu passer. Ça s'est passé au mois de mai. Et je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas vu cette nouvelle-là passer, mais il y a beaucoup présentement de gens qui s'inquiètent dans l'industrie parce que WestJet va fort probablement faire disparaître la marque Sunwing, de l'intégrer directement dans WestJet.
Et WestJet avait également parti une marque à rabais, la marque Swoop, pour venir concurrencer les transporteurs à faible coût. Et WestJet sort publiquement pour dire qu'il va intégrer complètement sa propre initiative de transporteur à rabais Swoop dans WestJet. Et même chose au niveau de Sunwing. Donc, il y a fort à parier qu'il va avoir un coût sur les billets d'avion, autant pour le côté vacances que le côté affaires. Donc, un autre point à surveiller, là, si votre entreprise est beaucoup basée sur les transports aériens ou si vous aviez des vacances devant nous, il va avoir assurément un impact, même si les gens chez WestJet mentionnent publiquement qu'il n'y aura pas de différence sur les coûts et que ça risque d'être mieux pour les coûts au final. La réponse, on la connaît tous, ça va être fort probablement l'inverse. Ça va être non, ça va nous coûter plus cher encore une fois. Bon, donc à regarder ça de près, toujours intéressant de voir ces types d'acquisitions-là, le volet stratégique qui se déroule derrière. On arrive souvent dans des marchés où la croissance est quasiment impossible si tu ne fais pas d'acquisition. C'est des marchés tellement consolidés que ça devient quasiment une des seules approches pour continuer à générer un petit peu de la croissance. On l'a vu également dans les dernières années. Transat a failli être acheté par Air Canada. Finalement, ça ne s'est pas déroulé. Mais ce sont des marchés qui sont quand même assez intéressants à analyser. Ça me fait d'ailleurs penser, vous irez peut-être jeter un petit coup d'œil au podcast qui vient tout juste de sortir avec Louis Tremblay. C'est un podcast que j'ai sorti je crois, il y a à peu près 2 jours de ça, donc à peu près le 1er juillet 2023. Louis Tremblay, pour les gens qui nous écoutent, c'est le fondateur de Flow, les bornes à recharge électrique Flow, qui est un des leaders en Amérique du Nord, qui nous parlait un petit peu de ces catégories d'entreprises-là qui sont tellement difficiles à entrer parce que les barrières à l'entrée sont élevées. Et quand on parle d'aviation, c'est la première chose qui me vient en tête. Lancer une entreprise d'aviation, on avait reçu le fondateur de Chrono Aviation sur le podcast qui nous parlait de la difficulté. On parle de Transat, de Sunwing, c'est des millions, voire des milliards d'investissements. Eh bien, se lancer dans les catégories des bornes électriques, en mettre partout en Amérique du Nord, être la personne qui les construit, qui les vend, qui les distribue, qui les opère. C'est une autre catégorie où est-ce que la barrière à l'entrée est assez élevée. Vous irez jeter un petit coup d'œil. Toujours intéressant de comprendre des entreprises qui, soyons honnêtes, un petit peu plus compliquées que les nôtres dans le service, Jonathan. Effectivement, il y a un excellent livre si vous voulez entrer dans le monde de l'aviation, à savoir à quel point si la barrière à l'entrée, elle est énorme et qu'il y a vraiment des coups de coude qui sont très, très, très dangereux. Richard Branson, avec son conglomérat Virgin, a entre autres entré dans le domaine de l'aviation et ce qu'il disait, c'est que le meilleur moyen pour devenir millionnaire en aviation, c'est de démarrer milliardaire en premier, puis après ça, tu vas finir par devenir millionnaire. Et il a écrit un livre avec toutes les compagnies que lui a décidé de partir avec sa gang, qui a eu beaucoup de problèmes, entre autres, exemple, dans le domaine du cola, qui a vraiment quasiment un cartel là-dedans. C'est un peu la même chose au niveau de l'aviation. Il décrit en détail tous les problèmes qu'il a eu et tout ce que les grands joueurs ont essayé de faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et ça joue très férocement là-dedans. Quand il y a un grand joueur qui décide qu'il veut pas que tu sois là, faut attacher sa tuque parce que c'est certain qu'on va passer un mauvais quart d'heure. Et c'est ce qui est arrivé de son cas à lui. Fait que le livre, excellent à lire. Un des nombreux livres là, qu'il a publié, qui est toutes ses mésaventures en affaires. Donc, il parle entre autres de l'aviation, là. On mettra encore une fois les liens dans les notes de l'épisode. Donc, Jonathan, je pense qu'on a fait un peu le tour des nouvelles. On a donné notre opinion sur des sujets chauds aujourd'hui. Encore une fois, si vous aimez le podcast, partagez-le à votre entourage. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez sur LinkedIn. On va d'ailleurs intégrer bientôt une version vidéo à tout ce qu'on fait, donc soyez à l'affût. Des choses à rajouter, Jonathan? Complet pour cette semaine, Antoine. Merci beaucoup. Fantastique. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.